Quelques années après la guerre, Georges, vous avez retrouvé votre famille d'accueil, celle qui vous a donc hébergé de 42 à 45. Vous aviez à l'époque 8-9 ans. On va regarder tout de suite ce reportage pour bien comprendre dans quel contexte ça s'est passé. Je voudrais vous dire quelque chose. Dites-moi, Georges. Que toutes ces histoires sont très douloureuses, oui, mais elles peuvent se résoudre. Nous, notre histoire, elle ne pouvait pas se résoudre. Nous étions condamnés à mort. C'est la différence. Vous le saviez, ça, quand vous aviez 8-9 ans? On le devinait, mais on le sentait. Vous sentiez qu'il y avait danger de mort? Oui, 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 absolument. Quand vous avez pris le train de Paris jusqu'en Mayenne? Oui, même avant, même à Paris. Donc, quelques années après la guerre, vous avez retrouvé cette famille d'accueil à Landivy, oui, en Mayenne. On est allé avec vous très récemment, vous accompagner, voir là où vous avez donc passé 3 ans de la guerre. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Karen Saranga. Monsieur Gutmann, vous avez gardé des objets de cette période? Principalement, c'est mon étoile que j'ai portée. Elle est d'ailleurs dans ma vitrine. Je vais vous la montrer. Pourquoi vous avez décidé de la garder, cette étoile? Pourquoi? Elle représente une époque, quelques années de ma vie et de la vie des autres. Jusqu'en 1942, Georges Gutmann vivait avec ses parents à Paris dans cet immeuble du Marais. Une vie traquée qu'il garde encore très présente à l'esprit. Régulièrement avec sa fille, Georges rend visite à sa mère. Le thé, j'ai trouvé, mais la théière. Hein? La théière. T'as pas de théière? Tu as une théière? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est rien. Nous aurions été victimes dès la première rafle. Mais nous étions avertis, tout le monde était averti, mais on n'y croyait pas. Ce soir, la police va venir pour ramasser les femmes et les enfants. Ça, on ne pouvait pas le croire, c'est inimaginable. Alors, bon, on a reçu l'information, mais il y a une voisine catholique au dernier étage qui nous a dit, écoutez, confiez-nous les enfants pendant la nuit. Alors, mes parents ont confié les enfants et nous avons dormi là-bas. Le lendemain matin, on a appris ce qui s'est passé parce que nous, on avait bien dormi. La police est venue, a tapé à la porte assez longtemps. La voisine est descendue. Elle leur a demandé, qu'est-ce que vous faites? Nous allons chercher les Gutmann. Mais les Gutmann, il y a longtemps qu'ils sont partis. Ils sont partis je ne sais pas où. Bon, mais parmi ces policiers, elle en connaissait un. Elle les a fait monter chez elle, leur a offert à boire. Alors imaginez les parents qui étaient derrière la porte, hein, qui entend la police monter chez elle. Bon, ils sont repartis. Et le lendemain, on a été libérés de cette rafle. Il y avait une cachette, c'était au-dessus des toilettes. Donc en fait, quand ça sonnait à la porte, ma grand-mère allait ouvrir. Et mon grand-père donc filait juste au-dessus des toilettes. Là, il y a un bout de tissu. Et donc, il devait être habitué, quoi. Et voilà. Et donc, il y avait une forme de sous-plafond qui prenait dans les toilettes et qui allait au-dessus de la baignoire. Donc, ça faisait on dirait une mezzanine, mais c'était pas vraiment ça, quoi. Voilà, c'était sa cachette et ma grand-mère accueillait les Allemands et disait qu'il n'y avait personne ici. En 1942, à la suite de plusieurs rafles, les parents de Georges décident d'envoyer leur fils en Mayenne, à Landivy. Avec une quinzaine d'enfants juifs accompagnés d'une infirmière, Georges a donc fui Paris pour aller vivre à la campagne dans une famille d'accueil. C'est un moment important, monsieur Gutmann, là. Oui, rendez-vous compte, il y a 58 ans, j'ai fait ce voyage-là dans d'autres circonstances plus dramatiques. Alors aujourd'hui, je n'ai pas peur, c'est différent. Elle était comment l'ambiance dans le train, monsieur Gutmann? Elle était glaciale, figée. Chacun avait son petit monde en tête. Mais bon, ce qu'il savait, ce que je savais, c'est que nous étions juifs. Et pour cette raison, nous ne pouvions pas rester à Paris. Tous, vous étiez tous juifs. Ah, et vous oui. saviez chacun que tous les autres étaient juifs. Enfin, vous vous doutiez. On le supposait. On le supposait. Et on avait raison de le supposer. Est-ce que vous compreniez qu'on allait vous cacher? Je vous dirais que le mot caché, je ne le comprenais pas. On allait vivre autrement. Caché, c'était mes parents, ils étaient entre 4 murs et ils ne pouvaient pas en sortir. Tu m'avais dit que quand
quand il fallait faire le signe de croix ou quelque chose comme ça, Moi, je le faisais. tu as appris à le faire, donc ça voulait bien dire Oui. que tu cachais. Mais je le Tu étais faisais. censé être... Mais je suis agnostique de naissance. J'imagine que quand tu as vu tout le monde faire le signe de croix, il y a dû avoir un moment de panique quand même, quand tu savais pas le faire. Non, Non. non, non. Au contraire, j'ai eu l'intérêt de le faire comme tout le monde. Oui, donc tu étais quand même caché, tu cachais quelque chose, tu pouvais pas être qui t'étais. C'est les autres qui nous donnent une identité juive. Bon, je sais pas, c'est peut-être les Allemands qui m'ont donné mon identité. D'un coup, tu as réalisé que tu étais juif, tandis qu'avant, tu t'étais absolument jamais posé la question, puisque tu n'avais pas été élevé dans Non. cette éducation-là. Non, non, culturellement, je savais que j'étais juif. Oui, ça- mais disons que ça n'avait pas plus d'importance que ça, Non, et d'un coup, on t'a pas dit, du- tu es juif, oui. donc. Oui. Quand vous êtes arrivé dans cette école, les autres enfants vous posaient des questions, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là? Non, non, il n'y a aucune... Ils savaient que nous venions de Paris. Et la réponse qu'on pouvait leur donner, il n'y a rien à manger à Paris, c'est la guerre. Bon, c'est tout. Mais on était admis petit à petit. Voilà. Les instituteurs le savaient pourquoi vous étiez là? Eh bien, ils le savaient certainement. Ils le savaient certainement, ils n'en parlaient pas. Enfin, tout de même, je vais vous raconter qu'une fois, le directeur de l'école, Monsieur de Rennes, à cet endroit-là, m'a pris à part pour me dire qu'il avait reçu une lettre de la commandanture. Cette lettre lui demandait s'il avait des enfants juifs à l'école. Je lui ai répondu, Monsieur de Rennes, je pense qu'il n'y en a pas. Je savais qu'il y en avait. Il m'a répondu, à son tour, je pense qu'il n'y en a pas non plus, mais si vous en connaissez un, dites-lui de ne pas venir en classe quelque temps. De 42 à 44, Georges a donc vécu à Landivy. Il y a quelques années, il a retrouvé Germaine, la fille de sa famille d'accueil. Bonjour, il y a longtemps que je ne t'ai pas embrassé. Il y a déjà un petit moment. Je te présente ma fille aussi. Enchanté. Madame, Ah non, mademoiselle. Germaine? Bah, ça fait 2 ans et demi, mais on ne se voit pas très souvent. Est-ce qu'on parle avec des juifs, Germaine, dans votre famille? oh non, pas du tout. Hein. Non. Non, du tout. Landivy, dans le lieu-dit où nous étions, n'avait pas d'électricité. Donc pas de radio, pas d'information. L'éclairage se faisait à la lampe à carbure. Oui. Bon, c'était tout à fait autre chose. J'étais tout à fait à l'aise dans la famille. Bon, je connaissais mon secret à moi, mais je le gardais pour moi uniquement. Mais j'étais tout à fait à l'aise, on surveillait mes vêtements, ma nourriture, ma scolarité, que tout ça se passe bien. Bon, j'aidais un petit peu, mais je faisais partie de la famille. Alors bon, il y avait les vaches à garder, Oui. il y avait le beurre à tourner, la baraque. C'était pas trop dur ce changement, Georges, d'arriver du Marais à la campagne? Je savais exactement qui j'étais, je savais exactement pourquoi j'étais là, je savais que les Allemands seraient battus, que je retournerais chez moi, et grâce à Landivy, je pourrais retourner à Paris. Vous saviez tout ça? Vous le saviez tout ça? Vous le sentiez? Ah oui, absolument. Mais absolument. est-ce que c'était dit de manière explicite entre vous, la famille? Ah non, j'étais renfermé. Il y avait d'autres enfants à l'école. J'ai vu la liste... D'autres enfants juifs à l'école, cachés, Juifs. cachés. Il y avait beaucoup d'enfants réfugiés, c'est un petit village, c'est un bourg. Eh bien, j'ai vu la liste des enfants de l'école. Dans mon école, j'ai trouvé une vingtaine de noms authentiquement juifs. C'est l'école des garçons. Je n'ai pas consulté le registre des filles. Mais est-ce qu'avec ces petits garçons-là qui étaient cachés comme vous en parliez entre vous? Jamais. Jamais. Mais le dire à qui? Bah, Je ne peux... À personne? À la famille d'accueil, peut-être? Non. Non. Je ne pouvais pas me le permettre. Ils n'auraient pas compris non plus. Mais comment vous expliquiez, vous et eux, que vous étiez chez eux pendant si longtemps? J'étais un enfant parisien, et à Paris, on mourait de faim. Ah, d'accord. Plus tard, les parents de Germaine, vous les avez rencontrés, vous avez souhaité les voir. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils vous avaient caché pendant ces 3 années de guerre? Parce qu'ils savaient qu'ils vous cachaient quand même, Georges. Je ne crois pas. Ah, vous pensez pas? Au départ, non. Au départ, non. Mais après, ils l'ont su. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi ils ont continué à vous garder? Parce Pourquoi? qu'on a parlé des gens qui dénoncent tout à l'heure, il faut aussi parler de ceux qui soutiennent. Ah oui, 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 absolument. Mais j'en ai rencontré des gens qui savaient et qui m'ont sauvé
Pas une fois, mais 100 fois. Ma vie a été sauvée 100 fois. Ça, j'en ai rencontré. Et pour toutes sortes de raisons, ils étaient de gauche, ils étaient de droite, ils étaient croyants, ils n'étaient pas croyants. Enfin, toutes les raisons étaient bonnes et j'ai eu cette chance-là. Est-ce que vous avez toujours le poids de cette, pas de cette traque, mais le poids de ce poids qui est pesé sur vous? Évidemment, ce passé, il est toujours présent. Je le ressens, moi. Quand j'ai entendu toutes ces histoires, elles étaient douloureuses, mais elles me retournaient dans le ventre. Quoi en particulier? Les enfants, les personnes sans papier. Peut-être moins votre aventure, monsieur. Un peu moins Philippe, oui, ex-escroc? Oui, parce que c'était une aventure voulue. Mais les autres aventures, ce sont des aventures subies. La petite fille d'Alain, par exemple. Ah oui, c'est terrible. Irène, tout ce que vous avez vécu pendant la guerre, c'est votre guerre à vous, entre 42 et 45. Vous étiez toute seule, livrée à vous-même. Elle pèse encore sur vous aujourd'hui? Elle a pesé sur vous toute votre vie? Je ne sais pas ce qu'on peut dire. D'abord, on ne sait pas ce qu'on serait devenu si les choses avaient été autres. Bon, il est vrai que pendant très très longtemps, quand je dis longtemps, c'est-à-dire des dizaines d'années, j'ai eu le sentiment de ne pas exister. Mais ça, je crois qu'à partir de l'instant où sur un enfant ou sur un adolescent, on fait admettre qu'il n'a pas le droit à l'existence, puisque c'était quand même le cas, on dénie le droit de vivre, on finit par l'intégrer. C'est-à-dire qu'on vit, qu'on fait des choses, y compris des choses intéressantes, mais qu'on n'a pas le sentiment d'exister en tant que tel, pas même probablement d'avoir de droit. Depuis combien de temps vous avez le sentiment d'exister? Bon, allez, 20 ans. D'accord. À propos des conséquences de ce passé dans votre vie de tous les jours, vous nous avez parlé donc d'auto-punition. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais il est très clair que, à partir de l'instant où vous coupez le lien symbolique avec des parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos parents vous ont abandonné. C'est pas possible. Étant donné, je suppose que pour la plupart d'entre nous, quelles que soient les circonstances, moi j'ai eu la chance, et je crois que c'est ça qui m'a fait vivre, d'avoir été aimé, d'avoir été sûr de l'amour de mes parents. Avant ça, oui. Cette certitude étant là, les parents qui vous ont aimé ne peuvent pas vous avoir abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les avez abandonnés, puisque vous n'avez plus de lien avec eux. Je suis allé à Drancy, le surlendemain de leur arrestation, parce que je ne suis rentré à Paris que le lendemain, et je ne suis pas entré à Drancy. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'ils n'y étaient plus eux-mêmes. Quand vous êtes entré chez vos parents et que vos parents n'étaient plus là, vous avez compris que c'était... Ah bah oui, ça c'était clair, il y avait... Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. 15 ans. C'était J'étais clair? en vacances, je devais rentrer le 15, ils ont été arrêtés le 14. Si vous avez été là le 14, vous seriez parti avec eux? J'ai été là le 14, je serais parti avec eux. Donc effectivement, je suis rentré, je n'ai rien retrouvé, personne, avec des choses qui avaient disparu, peu importe. Des vols, quoi. Hein. Oui, un peu. Et je me suis dit à ce moment-là que on ne pouvait pas rester là. Des bruits dans Paris circulaient, sur lesquels on emmenait les gens à Drancy. Je suis allé voir. Instinct de conservation, manque de courage, je ne sais pas, je ne suis pas entré. Et puis je commençais à essayer de faire le tour des amis ou relations de mes parents. Les uns étaient partis, les autres avaient été arrêtés. Quelques-uns m'ont proposé de venir prendre un thé. Il paraît que ça fait du bien de parler des siens. Jusque-là, vous avez vécu une vie vraiment... parfaitement protégée. Confortable, même, on peut dire. Parfaitement protégée. Et là, on découvre effectivement des choses inattendues, que des chaussures, ça ne se tire pas tout seul, que des vêtements, ça se froisse. Et puis que, il fait faim au bout d'un moment. Or, il fait faim au bout d'un moment, il faut savoir que nous étions en septembre 42. Mes parents ont été arrêtés à la rafle du 14 septembre 42. Ils sont partis le 16 avec 1000 autres, dont aucun ne sont rentrés. Je n'avais pas de carte d'alimentation. J'avais un peu d'argent, mais pas de carte d'alimentation. La seule chose qu'on trouvait à acheter dans les rues, sur des marchands de légumes, enfin ou autres, c'était du raisin. Septembre. Oui, mais quand vous avez mangé le premier jour 1 kilo ou 2 de raisin, ça crée d'autres problèmes. Oui, parce que ça a des vertus diurétiques, mais dans une certaine limite seulement, pourrait-on dire. Oui, et puis ça a des vertus pas seulement diurétiques, oui. Et quand on ne sait pas où aller,
on se dit qu'il vaut encore mieux ne rien manger du tout que de manger quelque chose qui peut vous quelque abîmer chose la qui, santé. de toute manière, pose d'autres problèmes, hein, plus graves finalement. Alors voilà, il est vrai aussi que mon père m'avait toujours dit qu'il était en relation d'affaires, peut-être un peu de résistance, mais le mot n'était pas prononcé, avec une de ses relations avec laquelle il s'était entendu pour s'entraider. Donc j'ai appelé cette personne dont j'avais les coordonnées professionnelles et sa secrétaire m'a dit « Ah mais il est en voyage pour une semaine, rappelez dans une semaine. Hein. » J'ai attendu pendant... Comment vous avez dormi pendant ces 8 jours? Comment vous avez... En me réfugiant dans des immeubles où il y avait ou des escaliers de service ou des immeubles relativement modestes, dans les escaliers, et quand j'entendais un bruit dans les water qui existaient en général à cette époque dans certains immeubles. Sur le palier? Oui. Sur le palier. Bon, ça a duré effectivement une dizaine de jours. Mais lors des contrôles, madame, par exemple, pour prendre ces 3 années dans leur globalité, quand vous avez eu à faire face à des contrôles de police, quand vous avez eu vraiment senti près de vous la pression ennemie, comment vous réagissiez avec votre jeune expérience? La première chose que j'ai faite, bien entendu, enfin ce qui était déjà le cas quand j'étais en vacances, c'est de supprimer l'étoile. Alors effectivement, je pense qu'il y a des manies qui peuvent être détectées, qu'il y a malheureusement des couleurs de peau qui peuvent être repérées facilement, mais contrairement à ce qu'on veut bien dire, des questions qu'on m'avait posées, je n'avais pas de cornes, je n'avais pas de queue, et il n'est pas évident pour tout le monde de repérer un juif dans la rue, quand il n'a pas son étoile. Hein. Donc... Ça passait. Ça passait. Bon, je crois, si vous voulez, que... Bon, il y a le coup de... Il n'y a plus personne, c'est horrible, on pleure un bon coup. Il y a un ami, enfin, un moniteur à qui j'avais raconté carrément la vérité, qui m'a dit quelque chose qui m'a servi, je crois, à peu près toute la vie. 1, ce n'est pas un événement, c'est un avènement. 2, vous êtes seul, vous ne pouvez compter sur personne, et une fois pour toutes, comptez sur vous. Quand on a fini de pleurer et qu'on a intégré ça, c'est fini. Bon, il se trouve que, bien entendu, à un moment, je ne suis pas resté dans la rue pendant 3 ans, il ne faut pas exagérer. Au bout de 15 jours, par des circonstances compliquées et peut-être un peu longues à exposer, je me suis retrouvé à Sainte-Geneviève. Chez les sœurs. Qui est un pensionnat catholique à Fontenay-sous-Bois, où la direction savait pourquoi j'étais là. Donc accepter de vous cacher? Qui acceptait de percevoir le double de la pension, oui, par charité chrétienne. C'est joliment dit. Et qui simplement, effectivement, avait donné comme consigne, ce qui était absolument normal, pas de situation de distinction. Vous vivez comme tout le monde, vous allez à la messe, vous communiez. Bon, très bien. Je pense que comme notre ami là-bas, je n'avais pas été très encombré par la religion jusque-là. Donc, je trouvais ça assez désagréable. Et là, j'ai eu un moment difficile parce qu'enfermement. Je ne supportais pas l'enfermement. J'avais été libre, complètement dans la rue, sans personne, sans compte à rendre. Cet enfermement avec pour tous distraction la messe, les vêpres, ça me paraissait un peu... Vous êtes enfui au bout de combien de temps? Je ne me suis pas enfui, j'ai fait le mur le mercredi soir correctement. Pardon, jusqu'au vendredi matin, comme mes compagnes. Puis le vendredi soir, jusqu'au lundi matin, comme mes compagnes. Et puis au bout de la 2e fois, surveillante m'a dit, écoutez, bon, après tout, prenez la porte, c'est plus simple. Alors, j'ai commencé à ce moment-là à aller voir des relations de préférence qui avaient besoin. Et je pense que le pire, je pense au témoignage de madame tout à l'heure, qui m'a beaucoup impressionné, c'est d'être obligé de rester caché, je veux dire, mais caché physiquement, caché dans un lieu clos, ce qui n'était pas mon cas finalement. On va arriver à votre histoire, madame, d'ici quelques minutes. Hein. Je me cachais vis-à-vis des autres, c'est une autre manière d'être obligé de devenir impénétrable. C'est difficile de se dire qu'on a honte de ses parents ou qu'on ne peut pas en parler. Alors pourquoi on ne peut pas en parler? Parce qu'on en a honte. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qui on est? Donc, très vite, par des circonstances fortuites, n'ayant
ni connaissance du milieu juif communautaire, aucune connaissance des réseaux qui ont existé. Je voudrais tout à l'heure dire, si vous le permettez, quelques mots sur ce problème de planque des enfants. Je ne connaissais pas non plus les réseaux de résistance à 15 ans. Mais je me disais qu'il y avait des choses à faire et qu'en tout cas, le pire, c'était de subir. Je crois que c'est ça qui a été le drame. Donc vous avez été active dès ce jeune âge pour aider les autres? Pratiquement dès ce moment-là, enfin disons dans les 6 mois. Ouais. Dans les 6 mois, j'ai parcouru la Charente pour chercher des planques pour des ouvriers agricoles, qui par hasard étaient juifs, mais ça ne se savait pas, qui acceptaient d'aller travailler gratuitement. Entre 42 et 45, vous avez été contrôlé combien de fois? Peu de fois, parce que j'essayais d'échapper, je n'avais pas de papier. Et quand vous avez été contrôlé, pourquoi n'avez-vous pas été prise? Parce que sans papier, vous arriviez à passer? Oui, j'ai un souvenir très précis, si vous voyez les anecdotes. Je vous en prie. Je me suis retrouvé, vous savez que, vous savez, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, qu'il y avait un couvre-feu à 8 heures. Que de toute manière, les Juifs ne pouvaient être que dans le dernier wagon du métro, pas ailleurs, et que passé 8 heures, y compris s'ils étaient tout à fait comme il faut avec l'étoile, c'était évidemment l'arrestation. Alors je me suis trouvé dans le métro à 8 heures, avec le fils d'amis, qui lui était plus jeune que moi et très petit de taille, et qui avait l'étoile. Donc je lui ai dit, bah, écoute, tu retires ta veste très très vite, et tu me la donnes, et tu cours jusque vers le métro, un gamin. Et avec la veste de ce gosse retournée sur le bras, j'ai été bloqué à un barrage. Bloqué par la police française, qui attendait les papiers. Alors j'ai fait un caprice, un cirque épouvantable, en lui disant, écoutez, c'est horrible, il est 8 heures, j'avais la permission de 7h30, j'ai des parents extrêmement sévères, vous ne pouvez pas me faire ça. Je ne peux pas louper un métro de plus, c'est pas possible, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me faire ça, c'est trop cruel. Il m'a dit, bon, et alors, est-ce que demain, vers la même heure, vous serez par là et un peu plus tôt? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Il a dragué, je suis parti. Voilà. Mais je pense qu'en effet, s'il n'avait pas dragué, ça veut dire que vous n'aviez pas une explication toute faite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pouviez être en danger, oui. Il fallait réagir vite, quoi. Oui, il fallait réagir. Comment vous avez vécu la libération, vous? Je l'ai vécu d'une manière heureusement ambiguë, si j'ose dire. Bah, heureuse parce que c'était la libération, parce que c'était extraordinaire. Et en même temps, avec ce même sentiment d'être une fois de plus autre. Il n'était pas rentré, je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc j'étais à la fois aussi contente que les autres. Ben oui, j'avais envie de danser dans les rues comme tout le monde. J'ai dansé dans les rues comme tout le monde. On rit, y compris dans ces situations. Hein. Il ne faut pas dire que c'est une vallée de larmes éternelle. Faut pas... On est un être humain avec ses réactions. Mais en même temps, je n'étais pas comme les autres. Je continuais à ne pas être comme les autres. Je ne pouvais pas me réjouir complètement, sans réserve. Vous avez essayé de rechercher vos parents à ce moment-là? Alors ça a été plus tard, parce que je vous rappelle quand même que les déportés ne sont rentrés qu'à partir d'avril 1945. Hein. Vous avez été faire un tour au Lutetia, voir ce que... Je suis allé tous les soirs au Lutetia pendant 2 mois, tous les jours, avec un sentiment extrêmement mêlé, qui était à la fois d'espérer et de craindre de les voir. D'espérer parce que... bon, et de craindre parce que ceux que je voyais rentrer n'étaient presque plus des humains. Et que cette idée de voir l'image que j'avais de mes parents sous ces cadavres, et puis avec une difficulté totale, physique, physiologique, les gens mettaient des photos, demandaient aux uns et aux autres, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez rencontré? J'avais en tout et pour tout, c'est d'ailleurs tout ce que j'ai depuis, une toute petite photo d'identité de mon père, et je me disais, je ne peux pas l'accrocher. Et si elle disparaît, j'aurais plus rien. Et ça, je crois que c'est peut-être la période la plus difficile, finalement. Pire que la vie, je ne sais pas s'il faut dire clandestine, SDF, active, je ne sais pas très bien comment l'appeler. Tout s'additionne. Tout s'additionne. C'était de la vie vécue, active. Là, c'était... Vous attendiez les événements, quoi. On attendait les événements. Ou un événement, justement. On ne pouvait rien savoir.
Et puis un jour, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Il faut admettre que... Ils ne rentreront plus. Ils ne rentreront plus. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur les enfants cachés? Ce que je voulais dire sur les enfants cachés, bon, pas tellement sur l'association à laquelle je participe, c'est qu'un des buts principaux de cette association, c'est la mémoire. Mais je voudrais dire que ce n'est pas seulement la mémoire de nos histoires d'enfants cachés, qui sont différentes les unes des autres, selon l'âge, selon les circonstances, mais qui sont aussi, ou qui cherchent à être la mémoire de ceux qui ont été les sauveurs. Et je disais tout à l'heure, si dans l'Europe occupée, il y a eu 1,5 million d'enfants exterminés, en France, il y a eu 11 000 enfants arrêtés, déportés, dont très peu sont revenus. Mais je voudrais aussi dire, parce que ça me paraît très important, que par rapport à l'ensemble des pays d'Europe, si l'administration de Vichy, j'ose pas dire l'administration française, Non, de Vichy, c'est bien. a fait du zèle pour aller récupérer un nouveau-né dans un hôpital en se donnant beaucoup de mal, la population française dans son ensemble, institutions religieuses ou pas, personnes isolées, ont sauvé 80% des enfants juifs de France. Et c'est, je crois, un des records dans les pays qui ont été dans cette situation. C'est une résistance à laquelle on n'a pas rendu hommage, et je suis contente de pouvoir le faire publiquement aujourd'hui pour tous ces anonymes qui ont vraiment sauvé des vies. Comme ceux qui ont hébergé Georges, par exemple. Par exemple. Merci Irène, merci pour eux.